Aujourd'hui, je vais vous parler de gouvernance comme d'un processus de prise de décision entre les secteurs publics, privés et civils, une communauté locale. Donc, on va s'intéresser à cette dynamique-là à l'œuvre éventuellement dans les communautés locales. Dans le fond, nos études ont montré qu'il faut s'intéresser à des facteurs intangibles de développement parce qu'il y a certaines communautés rurales qui gagnent puis d'autres qui perdent, c'est bien connu. Les facteurs tangibles de développement, comme l'accès à des capitaux, des ressources naturelles, c'est insatisfaisant pour comprendre la dynamique de développement local. Et il faut s'intéresser à des facteurs intangibles. Justement, la gouvernance locale est un facteur intangible de développement. La gouvernance, c'est quoi? Comme je l'ai dit, processus original de prise de décision impliquant une concertation entre les acteurs économiques, politiques et sociaux ou civiques d'une communauté. Puis souvent, ces décisions-là, quand on les regarde, ce sont des arrangements institutionnels inédits mis en place par les acteurs. Et je pense qu'il y a une nouvelle gouvernance rurale qui émerge aujourd'hui, qui est cette manière innovante d'exercer le pouvoir avec concertation et partenariat et de prendre des décisions. Et évidemment, ça met en scène, comme je l'ai dit, le monde municipal et ses élus, les acteurs économiques privés et les organismes communautaires. Bon, donc, moi, je vais continuer. Je m'excuse pour le son. Donc, ce qui est nouveau, c'est que traditionnellement, qui prenait les décisions localement, c'était le pouvoir politique local et le pouvoir économique local. Maintenant, il y a émergence d'une ce qu'on peut appeler une société civile locale avec les organismes communautaires qui est capable et désireuse de s'exprimer. Et là, les décideurs politiques n'ont pas le choix de prendre ça en compte. Hein? Donc, autrement dit, pour prendre ça en compte, cette dimension-là de l'action des groupes communautaires locaux, de la société civile, il faut mesurer l'acceptabilité sociale de tout projet qui affecte une collectivité. Et dans le fond, quand on fait cette démarche-là, on essaie de trouver un dénominateur commun aux trois grandes parties prenantes qu'on a toujours répétées ici, élus locaux, acteurs économiques et acteurs de la société civile. Je vais parler rapidement de quelques cas qui me semble réussi, un cas que j'ai étudié dans la petite municipalité de Sainte-Françoise, près de Trois-Pistoles et Rimouski. Il s'agit de l'implantation d'une porcherie assez grosse, dans le fond, dans la communauté. Il y avait toutes sortes d'oppositions et quand les parties prenantes se sont mis à table sous le leadership du maire, ils ont compris qu'une solution était à portée de main et qui consistait à localiser l'implantation de la porcherie à un endroit qui convenait à tout le monde, du point de vue économique, du point de vue environnemental, etc. Les jardins des Lilas de Cap-Alègue est une belle expérience de concertation où encore là, tout le monde s'est entendu pour créer les jardins de Lilas qui faisaient l'affaire des élus économiques, si on veut, des acteurs économiques, puisque l'industrie touristique était gagnante. Les élus sociaux aussi, parce que ça faisait une belle activité, une qualité de vie dans le village, et les élus politiques aussi, parce qu'ils réussissaient à créer une innovation. Dans le cas de l'implantation de parcs éoliens dans les MRC du Bas-Saint-Laurent, ça a été contesté beaucoup au départ. On avait peur de toutes sortes de choses, de bruit, etc., d'impact visuel. Mais à la fin, la façon d'installer sous concertation des différents acteurs et surtout l'implication des élus locaux de plusieurs MRC a rendu le projet une très belle acceptabilité sociale, comme on a dit tantôt. Ça devient incontournable. Par ailleurs, dans des études qu'on a fait à l'époque avec Bill Reimer et tout le gros projet de nouvelle économie rurale financé par CRSH, on a fait toutes sortes d'enquêtes dans une vingtaine de communautés rurales et on s'est bien aperçu que, dans le fond, les acteurs communautaires, les organismes communautaires bénévoles sont très appréciés. Leur action est très appréciée des citoyens. Les entrepreneurs privés, avec 67 ils nous sont apparus aussi passablement bien appréciés. Et on pense que dans les communautés rurales, les entrepreneurs privés sont souvent en lien de parenté ou autrement avec la population locale. Ce n'est pas des étrangers, des grosses firmes, de sorte qu'ils apprécient l'impact économique, création d'emplois. Les maires aussi ont une bonne cote de popularité comme élus, en tout cas beaucoup plus que les élus des provinces ou les élus fédéraux. Et ça nous a amené à une conclusion, c'est que plus un élu est proche de ceux qui l'élisent, plus il a des chances que son travail soit apprécié et soit bien reconnu.
Maintenant, on a étudié un peu plus cette question de gouvernance et on a réalisé qu'effectivement, il y a des modèles différents de gouvernance, malgré toute la dynamique qu'on vient d'expliquer. Et c'est-à-dire deux grands modèles euh, qui sont une gouvernance très utilitariste, fonctionnelle, versus une gouvernance plus citoyenne ou plus partenariale. Et là, je ne vais pas décrire tous les éléments, le temps va me manquer, mais on voit bien que dans un cas, les résidents se voient comme des payeurs de taxes. Dans l'autre cas, les résidents se voient vraiment comme des citoyens. Dans un cas, le gouvernement local se voit comme un livreur de services à des résidents, perçus comme des consommateurs, tandis que dans l'autre cas, le gouvernement local se voit plus comme une institution qui a un rôle de représentation, justement, de la société civile. Dans un cas, les gens revendiquent des droits, dans l'autre cas, des responsabilités. Mais au final, face à des contraintes financières que vivent toutes les petites communautés rurales, dans un cas, on va privilégier la fusion carrément, ou la privatisation, puis la facturation des services. Puis dans l'autre cas, on va essayer de trouver des partenariats avec les autres collectivités qui vont demeurer en place, mais ils vont partager une offre de services, comme par exemple la gestion de matières résiduelles, on appelle les ordures ménagères, création de régies intermunicipales, etc. Dans le fond, pour en conclure, on sait bien que l'action des organismes volontaires est très bien appréciée et valorisée par les citoyens d'une communauté. Puis, les communautés qui sont dynamiques, c'est parce qu'il y a un système de gouvernance qui fonctionne bien. C'est cette gouvernance efficiente qui expliquerait en bonne partie le dynamisme de ces communautés-là. Donc, autrement dit, à ce moment-là, le développement économique local, il peut être impulsé en intervenant sur ce qu'on peut appeler le renforcement des capacités de développement. Ces capacités, elles sont de différents ordres. On a pu étudier le capital social, par exemple, et évidemment, la gouvernance locale, qui fait partie de ces facteurs immatériels ou intangibles de développement. Ça veut dire que pour les politiques publiques, on peut en tirer une conclusion, c'est que, sachant que la prospérité économique des communautés rurales est fonction des capacités de gouvernance locale, ça veut dire qu'en conséquence, les politiques publiques de soutien au développement local doivent d'abord viser le développement des communautés, des capacités sociales, je veux dire, et pas simplement le développement économique local comme tel. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.